Faut le faire aujourd'hui avec une commissaire de police. Depuis 20 ans, elle a plusieurs dizaines d'agents sous ses ordres, 20 ans à occuper des postes à haute responsabilité, à la police judiciaire, à la brigade de recherche et d'investigation financière ou à la brigade financière. Elle est aujourd'hui à la tête de la police technique et scientifique de Paris. Bonjour Cécile Moral. Bonjour. Vous faites ce métier depuis 2001. C'est quoi exactement une commissaire de police ? Alors le rôle d'un commissaire de police, donc c'est un chef de service, c'est un manager, c'est quelqu'un qui dirige un service, qui dirige des équipes, qui est là pour assurer que son service puisse avoir les moyens de travailler, tant en termes de ressources humaines qu'en termes de moyens et d'équipements. Donc vous n'enquêtez pas directement ? Non, le commissaire de police n'est pas un spécialiste, c'est un généraliste, puisque au gré de notre carrière, on est amené à changer de direction au besoin. On peut plus se spécialiser dans une direction, mais on peut également changer de direction sans difficulté. Donc on est avant tout des généralistes et on a nécessité d'avoir une capacité d'adaptation pour justement développer nos connaissances sur l'activité de ce service dont on prend la direction. Jusqu'à l'automne 2021, vous étiez à la tête de la brigade de la délinquance astucieuse. Ces enquêteurs ne recherchent ni un dangereux criminel, ni un trafiquant de drogue. Ces policiers traquent des délinquants plutôt ingénieux. Vous étiez en charge de nombreux dossiers, notamment de fraude au chômage partiel. Il y avait une trentaine d'entreprises qui étaient impliquées. C'est un préjudice qui s'estimait aux alentours de 9 millions d'euros. À quel moment dans cette affaire vous intervenez ? On réceptionne le dossier. Alors là, pour aller assez vite dans ce contentieux-là, souvent c'était par mail. Donc on avait un contact avec le parquet, avec un substitut. On échange avec lui. On essayait, dans ce type de contentieux, de saisir les fonds avant qu'ils soient dissipés par les escrocs. Donc on met en œuvre après des réquisitions auprès des organismes bancaires. Et ça, ensuite, c'est aux enquêteurs de s'occuper de cette partie-là. Donc nous, on est vraiment là pour faire l'interface avec le parquet. Ensuite, on confie le dossier à un groupe spécialisé dans la répression des fraudes sociales. Vous recevez ces signalements et à partir de là, votre rôle, c'est aussi d'organiser le travail d'enquête. Alors, comment ça se passe ? Il y a un maillon qui est essentiel en police judiciaire, c'est le chef de groupe. Donc, en fait, on confie ensuite le dossier au chef de groupe et c'est à lui d'organiser son travail, mais ils connaissent la marche à suivre. Donc, on n'a pas besoin de leur tenir la main pas à pas. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a un procès-verbal de saisine, il y a des réquisitions à faire. Ensuite, on remonte sur des individus. Il y a un certain nombre de recherches. Il y a de l'exploitation aussi suite au retour des réquisitions auprès des organismes bancaires, parce que nous, en fait, on traçait les flux financiers, etc., pour essayer de remonter aux individus qui pouvaient être bénéficiaires de ces fonds détournés. Quand vous confiez cette enquête au chef de groupe, qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? On demande d'avancer les dossiers, de ne pas prendre trop de retard et d'essayer d'organiser son travail, parce qu'évidemment, vous vous imaginez bien qu'ils ne sont pas saisis d'un seul dossier. Surtout dans cette brigade-là de la délinquance astucieuse, on était quand même à près de 800 dossiers en cours, donc ce qui est quand même beaucoup. Et donc, il faut garder un rythme et essayer d'avancer au mieux dans les enquêtes. Donc votre rôle, c'est aussi de leur faciliter le travail ? Tout à fait. Donc justement, nous, notre rôle avec mon adjoint à l'époque, c'était également d'être très vigilant à l'arrivée des dossiers. En police judiciaire, on est amené à traiter le haut du spectre de la criminalité, une délinquance moyenne et grande délinquance. Et plus vous avez de dossiers, c'est mathématique, plus vous vous enlisez dans les enquêtes et plus vous perdez du temps. Alors, toute plainte mérite d'être traitée, mais quand on a peu d'enquêteurs, il faut se recentrer sur la mission essentielle qui nous est confiée et donc essayer de garder du temps pour les dossiers qui méritent vraiment et qui demandent beaucoup d'investigation. Donc le travail de commissaire, c'est définir des priorités. Absolument, et puis de voir avec les parquets, nos interlocuteurs immédiats, pour qu'on essaye d'avoir pas trop de dossiers qui arrivent. Donc on travaille vraiment main dans la main pour essayer de faire face à ce flux d'affaires. L'un des moments clés de l'enquête, ça peut être aussi l'intervention. Alors, ça peut prendre la forme d'une perquisition ou d'une arrestation. Vous, en tant que commissaire, vous êtes en charge de cette opération, vous la pilotez. Comment ça se traduit concrètement ? Est-ce que vous êtes sur le terrain ? Qu'est-ce que vous faites ce jour-là ? Alors, tout dépend de la dimension de l'affaire. S'il y a quelques interpellations, les enquêteurs et les groupes sont rodés à cela. Ils n'ont pas besoin que le commissaire vienne. On ne va pas leur apprendre leur métier. Par contre, si vraiment il y a des opérations de très grande envergure où on a vraiment beaucoup de points, et moi j'aimais bien de temps en temps aller avec eux, mais on se met en fait avec eux et on va interpeller, on va faire nombre aussi. Mais de toute façon, l'opération elle est préparée en avance et on se répartit les adresses sur lesquelles on doit intervenir. Évidemment, il y a tout un travail de vérification au préalable pour savoir où on met les pieds, combien il y a de personnes qui occupent les lieux, etc., etc. Donc tout est préparé en amont. Donc le commissaire peut intervenir en appui de ses troupes, mais sinon les enquêteurs le font aussi eux-mêmes. Dans un précédent épisode, on avait rencontré le juge d'instruction Renaud Van Rimbeck
Et je l'avais interrogé sur sa relation avec les services de police ou de gendarmerie. C'est quoi, vous, votre rôle auprès de ces services enquêteurs ? Est-ce que vous êtes leur supérieur ? Vous êtes Je les dirige. Le juge est le garant des libertés. Donc ça m'est arrivé d'être en désaccord avec eux. Ça m'est arrivé aussi bien souvent de leur dire, bien sûr, ok, allez-y, là, il faut aller chercher, il faut ci ou ça, et même y aller moi-même, les soutenir, etc. Alors c'est quoi la division du travail entre le commissaire et le juge d'instruction ? Alors, l'autorité judiciaire, effectivement, dirige les services de police judiciaire, mais il faut savoir qu'il y a une hiérarchie aussi administrative qui est donc représentée par le commissaire de police. Et c'est quand même nous qui avons le rapport le plus direct avec les effectifs. Donc évidemment, tout ça, ça doit s'inscrire en bonne intelligence. Et de toute façon, le magistrat dirige l'enquête, mais le fait en lien avec le commissaire de police. Dans une enquête, j'imagine qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on peut éternellement creuser encore et encore. Quand est-ce que vous vous dites, là, ça y est, c'est fini ? Alors, je ne me le dis pas toute seule, parce qu'on voit ça avec les groupes d'enquête. Je pense qu'une enquête réussie, ce n'est pas forcément une enquête où on prend toujours l'image de l'arbre, notamment en délinquance financière. On peut aller faire toutes les branches, toutes les ramifications. Ça prend un temps fou. Donc, je disais toujours aux effectifs, il vaut mieux avoir une ou deux branches qui tiennent bien, avec des infractions bien démontrées, bien constituées, plutôt qu'essayer de faire l'ensemble et l'intégralité de toutes les ramifications de l'affaire. Parce qu'après, quand on présente les individus à la justice, il ne faut pas que le dossier non plus soit trop fourni. Si je peux m'exprimer ainsi, il faut vraiment que ce soit bien établi pour que la sanction pénale puisse être prononcée. On va faire un petit bond dans le passé. Cécile Morale, pourquoi vous avez voulu devenir commissaire de police ? C'est pas une vocation depuis l'enfance. Moi, j'ai fait 5 ans de droit et au cours de mes études, excusez-moi, j'étais plutôt à l'origine attirée par la magistrature, les fonctions de juge d'instruction. Donc j'ai passé le concours que je n'ai pas eu. Et puis, au gré de ces échecs, on s'intéresse un petit peu à ce que l'on peut faire. Moi, de toute façon, j'avais vraiment un cœur d'embrasser un métier de service public. J'ai toujours apprécié l'ordre, la justice. Donc, tout naturellement, les métiers de la police se sont présentés. J'ai passé le concours de commissaire de police, en même temps que le concours d'officier aussi, la même année. En école, la formation intègre fortement les dimensions déontologiques, partenariales et internationales du métier. L'enseignement est dispensé par des commissaires de police et des universitaires. Vous parliez de service public tout à l'heure, que vous aviez envie d'embrasser une carrière dans ce domaine-là. Pourquoi ? J'étais moins attirée par le secteur privé. Par exemple, en ayant fait des études de droit, j'aurais pu aussi naturellement m'orienter vers le barreau. Un avocat est censé défendre tout le monde. Et j'avais la conception de la justice, de l'équité, et je ne me voyais pas forcément défendre des coupables, en tout cas des choses dans lesquelles je ne crois pas. Je n'ai pas ce talent-là, donc je laisse à d'autres. Et au cours de mes stages, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait fausse route dans mon choix de profession. Qu'est-ce que c'est, avec le recul, la formation idéale pour devenir commissaire ? Si un jeune garçon, une jeune fille venait vous voir, qu'est-ce que vous le conseillerez comme étude après le bac et quel concours passer ? Il y a plusieurs recrutements pour être commissaire de police. Vous pouvez passer directement par la promotion interne, c'est-à-dire on passe un concours, mais ce sont des policiers en poste. Donc évidemment, les profils sont différents. Pour les externes, à l'époque, c'était beaucoup d'études de droit, que je trouvais plutôt très utiles. Aujourd'hui, qui vous servent toujours ? Et qui me servent toujours, oui, quand vous êtes en service, notamment en investigation, et que vous recevez des plaintes, et qu'il faut suivre des dossiers, des enquêtes. Le juridique est quand même très présent. Ça permet de connaître la procédure et de savoir juridiquement ce qui est permis ou pas, et de comprendre toutes ces notions. Donc évidemment que c'est une aide. Maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus d'étudiants en institut d'études politiques qui se préparent et qui passent ces concours parmi d'autres. Donc les profils sont un peu différents. Mais moi, je pense que les études de droit sont une très bonne voie d'accès. Vous réussissez le concours en 1999. En 2001, vous avez votre premier poste. Vous vous retrouvez à la tête du commissariat de Mitry, c'est près de Roissy et l'aéroport en région parisienne. Vous avez 28 ans et vous allez diriger une 60aine d'agents de police. C'est pas simple. On arrive et puis c'est là où il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Avoir le sens de l'observation également, c'est-à-dire qu'il faut savoir détecter les personnes sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut s'appuyer,
parce que tout le monde n'est pas toujours très bienveillant en voyant arriver une jeune femme à la tête d'un commissariat, faut pas se le cacher. Et ensuite, on apprend de ses erreurs. Il y a certainement des choses que j'ai faites sur le premier poste que je ne referai pas. Et moi, j'avais une circonscription, donc Mitry-Mory, ville que je ne connaissais pas avant de la rejoindre, soyons clairs, au nord de la Seine-et-Marne, qui est un département très vaste, avec à l'époque 13 communes qui dépendaient de ce commissariat. Alors évidemment, c'était très hétéroclite. J'avais des petits villages de 250 à 300 habitants, avec des élus à la tête de chaque commune sur laquelle le commissariat était compétent. Et puis la plus grosse commune, 17 ou 18 000 habitants, Mitry-Mory. Donc, comment on imprime sa marque? Comment on gagne le respect de personnes qui sont plus âgées que vous? Comment vous arrivez à gagner leur confiance et à être respecté en tant que chef? Il faut être humble. Moi, j'étais très avide de leurs conseils et de leurs connaissances. Je les écoutais. Alors, ça n'empêchait pas, si je voyais vraiment qu'on partait sur une décision qui ne me convenait pas, de le dire. Mais ça se fait assez naturellement, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des officiers près de moi, qui étaient évidemment anciens, qui connaissaient très bien la circonscription, qui m'ont aidé à la découvrir, qui m'ont accompagné aussi quand on est allé rencontrer les élus. Parce que le travail de commissaire de police, quand vous êtes à la tête d'un commissariat, il y a beaucoup le relationnel avec les élus, qui attendent un certain niveau de service de la police nationale qu'on peut leur offrir ou pas. Et là, en l'occurrence, sur ce premier poste, j'ai pu voir qu'on avait quand même des difficultés à pouvoir faire face à toutes les demandes. Mais ça, Comme quoi, par exemple? On avait un nombre d'effectifs limité. Moi, à l'époque, si jamais on intervenait la nuit, j'avais qu'un véhicule, voire deux, sur un gros accident de la circulation. Les effectifs sont engagés sur cet accident. Si dans le même temps, dans une commune qui est distante de 20 km, vous avez un cambriolage, que la personne victime connaît le maire, elle appelle le maire, mais je ne les vois pas arriver, etc. Enfin, tout ça, il faut l'expliquer. Et donc, quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément ce recul, ce n'est pas toujours évident. Donc, moi, j'ai été assez sincère avec les élus. Peut-être que de temps en temps, il fallait adapter son discours. Il y a une espèce d'équilibre à trouver entre la qualité du service rendu, qui est essentielle, et les moyens dont on dispose pour mener à bien la mission. Vous avez 28 ans, vous êtes aussi une femme. Oui. Et c'était il y a 20 ans, donc il n'y a pas forcément tous les progrès qui ont été réalisés aujourd'hui. Est-ce que ça a été plus dur, vous, en tant que femme, de vous imposer dans ce métier ? Ça a peut-être été plus difficile quand j'ai rejoint sur mon second poste. Moi, j'ai pris une antenne sur le 77, qui était l'antenne de police judiciaire de Melun. Ils n'avaient jamais eu de femme à la tête de l'antenne. J'ai eu affaire à des enquêteurs adorables et qui étaient vraiment et accueillants et aidants, et il n'y a eu aucun problème. De la part de mes chefs, une jeune femme qui arrive et qui prend une antenne en deuxième poste, c'était peut-être un petit peu plus difficile parce qu'ils n'avaient pas trop eu l'habitude. Donc c'est là où on doit faire un peu sa place, qu'on doit peut-être démontrer un peu plus. Mais je pense qu'une femme, par définition, quand en plus elle a un poste à responsabilité, elle s'inflige aussi ça un petit peu, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de complexe de légitimité. Est-ce qu'on est aussi légitime qu'un homme ? Alors oui, bien sûr, mais on a quand même des preuves à démontrer, à faire. Et donc je pense que c'est par la compétence, en fait, tout simplement, le professionnalisme et le sérieux. Là, vous êtes en rapport plus direct avec la violence au quotidien. Comment vous vous protégez de cette violence ? Il y a des affaires qui vous marquent plus que d'autres. Moi, une qui m'a particulièrement marquée, alors c'était bien des années plus tard, puisque c'était en 2010, et on a dû se rendre sur le meurtre de la policière municipale Aurélie Fouquet à Villiers-sur-Marne. C'est le meurtre dont est accusé Redouane Faïd, c'est ça ? Absolument. Et en fait, c'était donc une équipe de braqueurs qui avait échoué sur un braquage et qui était en fuite. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fuite meurtrière d'un groupe de 5 malfaiteurs en banlieue parisienne. Ils ont tiré plusieurs fois au fusil d'assaut. Une policière de 27 ans est en état de mort cérébrale. 6 autres personnes sont blessées. Les témoins décrivent des scènes de Far West. Un gros dispositif est en place pour les retrouver. Nous serons en direct sur place. Et donc de se rendre sur place, forcément, ça impacte beaucoup émotionnellement, parce qu'on se dit que c'est une jeune femme qui a laissé en plus un enfant très jeune. Donc là, il y a quand même le côté humain. On n'est pas des machines. Donc quand on arrive, on a quand même beaucoup d'émotions qui remontent, mais il faut rester professionnel, il faut se reconcentrer sur le travail qu'on a à faire. Donc là, après, on passe à l'action et on dirige des équipes. En l'occurrence, c'était de la police technique et scientifique. Et on avait notre travail à faire, de constatation, d'assistance aux enquêteurs. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, ça peut être compliqué. Donc ça peut vous hanter, entre guillemets, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut arriver à se protéger de ça. Et avoir un équilibre aussi dans sa vie personnelle pour justement... Et vous vous rappelez comment vous avez fait pour surmonter cette épreuve ?
Oui, c'est avec le temps aussi, et puis d'échanger aussi avec les collègues, avec les équipes, parce qu'on n'est pas tout seul de toute façon. Il faut savoir qu'au sein de la police nationale, vous avez un service de soutien psychologique qui est offert aux enquêteurs, aux agents, ce qui peut s'entendre complètement. Cécile Morel, c'est quoi un bon commissaire de police ? Alors, vaste question. Un bon commissaire de police, c'est quelqu'un qui sait décider, qui sait trancher sur les sujets quand cela se présente, mais qui sait aussi être à l'écoute, qui sait s'entourer, qui sait détecter les compétences, et donc qui sait tout simplement manager une équipe et puis essayer de valoriser les qualités des uns des autres. Je pense que c'est avant tout ça. Si on fait rapidement les qualités indispensables à ce métier, il faut être tenace. Il faut être tenace, rigoureux, être à l'écoute aussi de certains qui sont par moments plus en fragilité, qui ont besoin aussi d'écoute. Moi, je reçois les gens quand ils en ont besoin. Ma porte reste ouverte. Donc ça, ils le savent aussi. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la police technique et scientifique de Paris. Vous avez été aussi chef de l'antenne de police judiciaire de Melun et adjointe à la brigade financière. Comment on fait pour être compétent dans des domaines qui sont aussi variés ? Je n'ai absolument pas la prétention d'avoir les compétences techniques des effectifs que j'encadre et que je dirige, et je n'aurai jamais ces compétences-là. Donc, il faut aussi savoir faire confiance aux techniciens, aux spécialistes. Et nous, on met un petit peu tout ça en musique. Et puis, évidemment, quand on s'intéresse à leur travail, on acquiert au fur et à mesure des notions. Mais moi, je ne ferai jamais une démonstration technique sur une trace papillaire. Est-ce que, quand je la compare à telle empreinte, est-ce que c'est la même trace et telle empreinte ? Ça, je ne sais pas faire, mais je leur fais confiance. Ils sont spécialistes. On apprend au gré des postes aussi. On apprend toujours. Vous arrivez sur un nouveau poste. C'est quoi vos réflexes ? C'est déjà faire un état des lieux, voir ce qui fonctionne bien, quels sont les besoins, ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc tout ça, ça demande aussi un peu de temps. Il faut arriver à trouver un bon équilibre et une bonne harmonie entre tous ces effectifs qui n'ont pas forcément la même culture à la base. Vous êtes à la tête de ces effectifs, mais comment vous faites personnellement pour progresser ? Qui vous fait des retours ? Il faut savoir que, comme tout policier, on est évalué annuellement, on a une notation, on a un entretien d'évaluation. Donc c'est un bulletin scolaire. C'est presque un bulletin scolaire. Donc, on a un entretien avec son chef ou ses chefs. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut échanger sur la façon dont on se sent sur le poste, ce qu'on a envie de faire après, enfin, ce genre de choses. Et puis, s'il y a des besoins avant, ou si j'ai un de mes chefs qui n'est pas content de quelque chose, il m'appelle et puis il m'en fait part. Mais jusqu'à présent, ça va. J'ai pas fait trop de grosses bêtises. Donc... Commissaire, c'est des responsabilités. Vous êtes à la tête d'un budget. Oui. Vous le pilotez même. Vous avez donc des moyens pour un service, mais vous ne pouvez pas dire oui à tout, j'imagine. Comment vous faites ces choix, ces arbitrages ? Et justement, c'est le terme, c'est un arbitrage. Donc, on va faire en fonction des priorités et de ce qui est vraiment le plus urgent à obtenir. Et ensuite, on va expliquer ça aux effectifs qui attendent cet équipement. Pourquoi un tel est servi et pas nous ? Parce que voilà, justement, on a un budget à gérer et qu'on peut pas tout acheter en même temps. Mais il faut se donner les moyens aussi d'obtenir les résultats que l'on souhaite et d'être efficace dans le soutien à l'enquête et aux investigations. Il y a certaines demandes auxquelles vous n'accédez pas, donc comment vous gérez les déçus ? Mais les gens ont l'habitude de toute façon, quand on formule la demande, quelquefois on la formule un petit peu plus haute que ce dont on a besoin pour essayer d'obtenir quelque chose. C'est une négociation en fait. Voilà, c'est une négociation et donc et les déceptions sont rarement très fortes parce que quand même globalement les effectifs ont quoi de travailler. Là, on parle de budget, donc on a l'impression que tout est réglé, tout est défini. Mais est-ce que commissaire quelque part c'est aussi gérer l'imprévu ? Tout à fait, oui, bien sûr. Alors sur des postes plus que sur d'autres, ça dépend des affectations, mais quand par exemple vous êtes appelé à intervenir sur une affaire, forcément 2 heures avant vous ne savez pas qu'elle va arriver, il faut savoir garder la tête froide, pas s'emballer, rester serein et puis être méthodique dans ce qu'on a à faire. On l'acquiert aussi avec l'expérience. Au début on était un petit peu, alors sans parler de panique, mais enfin un petit peu stressé, puis au fur et à mesure on a vu d'autres situations et donc on prend plus le temps de réfléchir. Et puis il y a des automatismes aussi, il y a des choses en fonction des situations qui se présentent. On sait ce qu'on a à faire. Vous occupez un poste à responsabilité, vous avez des équipes, plus de 200 ici, mais à la fin c'est quand même vous qui rendez des comptes sur les résultats de l'enquête. C'est une forme de pression par rapport aux victimes, mais aussi par rapport à votre hiérarchie.
Comment vous vivez cette pression ? Comment vous la surmontez ? Alors moi, je ne parlerai pas de pression dans le poste que j'occupe. Dès lors où on s'est donné tous les moyens pour être le plus rigoureux possible et intervenir au mieux, après, on obtient un résultat ou pas, si vous voulez, on peut l'expliquer. Nous, en fait, en police technique et scientifique, on intervient sur une scène, que ce soit un cambriolage, un braquage, un viol ou un homicide. Le travail est très méthodique. Déjà, la scène doit être préservée, évidemment, de toute pollution externe, ça bien sûr. Donc, les agents revêtent leur combinaison pour protéger, mettre des gants, des charlottes, des masques, etc. Et les fameuses photos ou les scènes de films où ils sont habillés tout en blanc, avec des capuches. Là, pour le coup, c'est vraiment bien Votre réel. quotidien. Là, c'est ça. Voilà, absolument. On va essayer de trouver un maximum d'indices et ensuite d'exploiter ces indices qui peuvent être des objets sur lesquels on va chercher des traces papillaires laissées par les auteurs. On a un fichier automatisé des empreintes digitales. Donc la trace, elle est insérée dans ce fichier-là. Soit cette trace, elle remonte à un individu, soit elle ne remonte pas et donc elle va dans la base des traces non résolues. Et au gré d'autres affaires, si l'individu qui était présent sur cette infraction qu'on n'avait pas identifiée à l'époque est interpellé pour une autre affaire, on va lui relever les empreintes et ces empreintes vont aller dans ce fichier. Et donc, des traces non résolues peuvent être identifiées des mois après, des années après. C'est pas parce qu'on n'identifie pas un individu ou plusieurs individus que le travail a été mal fait. Par contre, il faut qu'on mette tout en œuvre pour essayer de ramasser un maximum de traces et d'indices pour justement se donner la possibilité d'identifier les personnes. Pour avancer dans votre carrière, pour occuper des fonctions de plus en plus importantes, est-ce qu'il faut faire savoir à ses supérieurs qu'on est intéressé par tel ou tel poste ? Complètement. D'ailleurs, lors de nos entretiens, soit nos entretiens annuels d'évaluation, soit d'autres moments où on rencontre nos chefs, on peut aussi leur faire savoir qu'on serait intéressé par telle brigade, par tel service. Et en fonction des disponibilités des postes, de l'ancienneté que l'on a, eh bien, on peut y prétendre et on peut être retenu. Ça marche aussi beaucoup comme ça. Pour terminer, on a une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier de commissaire de police ? Qu'il faut rester tenace, parce que quand on démarre assez jeune et qu'on est une jeune femme à l'époque, c'est pas toujours évident. Donc il faut un petit peu s'endurcir et pas prendre forcément certaines remarques de plein fouet en se remettant complètement en cause. Et puis je pense qu'il faut vraiment se préserver un équilibre personnel également. Parce que pour être performant, il faut aussi être bien dans sa tête. On rencontre quand même des sujets qui sont pas toujours très réjouissants au quotidien. Et donc si on est en permanence dans le négatif, c'est compliqué. Donc il faut trouver des moments aussi où on coupe avec l'actualité, parce qu'on est très dépendant de l'actualité pour pouvoir se ressourcer et se préserver et pouvoir continuer. Merci beaucoup Cécile Morel d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Merci à vous. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.